L'une des dernières nouvelles concerne un nouveau chasseur abattu par le système de défense aérienne iranien. C'était un F-18. Et voici les images de cet incident. Yeah. Il semble, Andrei, que plus tard, quelque part au-dessus de l'océan, il se soit simplement écrasé. Le chasseur est tombé dans l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais d'après ce que nous avons appris des médias iraniens, le tir aurait été effectué avec l'un de ces systèmes de défense aérienne portatifs. Oui, des manpads. Yeah, it's manpads. Yeah, most likely it's older versions of. Il s'agit très probablement d'une version plus ancienne du Strela. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'il ne cherche généralement pas à obtenir une destruction cinétique. Il dispose d'une ogive et le guidage lui-même est autodirecteur, infrarouge. En gros, on obtient une explosion d'éclat qui se dirige vers la partie la plus chaude de l'appareil, c'est-à-dire les tuyères d'échappement du moteur. C'est là que l'on voit les impacts des éclats. Cela peut donner l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en réalité, cela crée de nombreux trous, disons-le ainsi, dans le fuselage, et cela peut évidemment endommager des systèmes critiques. It can damage obviously critical systems. So F-18 is not the type of aircraft which can. Donc, le F-18 n'est pas le genre d'avion capable d'encaisser, ce genre de dégâts et de continuer à voler. Le A-10 Warthog, par exemple, il est lent, mais il est très résistant. Il peut encaisser énormément, crois-moi. C'est pareil pour le Su-25 russe, que l'OTAN appelle le Frogfoot. Mais avec les missiles plus récents, je pense que celui-là était un modèle plus ancien. Les nouveaux, surtout l'Igla et bien sûr le Verba, le plus récent, peuvent abattre à peu près n'importe quoi, d'accord? Donc je ne sais pas trop ce qu'il en est de la situation des manpads, mais je suis absolument certain que l'Iran en a beaucoup, assez pour tenir des années peut-être. For years maybe, and we don't know what Russia and China provide. Et nous ne savons pas ce que la Russie et la Chine fournissent, mais aujourd'hui, M. Pezeshkian, le président, a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son soutien à l'Iran. Et c'est un peu comme « Oh, d'accord ». Donc, qui sait? Mais oui, quiconque pense que les États-Unis peuvent mener un appui aérien rapproché en Iran ou près de l'Iran, eh bien les manpads sont là et ils abattront la plupart des avions qui essaieront de faire cela. Et c'est ce que nous constatons. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Surtout s'ils décident de renforcer leur présence au sol. Bien que, après l'article d'aujourd'hui dans le New York Times, je l'ai déjà publié sur mon blog, l'armée américaine combat désormais à distance, travaille à distance. Jamais entendu parler de quelque chose comme ça, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, Andrei? Je ne sais pas. J'ai dit que cela dépasse, cela défie toute logique. Comme l'a dit Karl Marx, l'histoire se répète d'abord comme tragédie, puis comme farce. Nous sommes au-delà de la farce. Nous sommes dans un état de, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est en gros un panoptique total. Travailler à distance, oui. Redéployer un bataillon de cavalerie depuis la cave ou le sous-sol du Hilton des Émirats arabes unis vers le Sheraton du Koweït. Je ne sais pas. Je veux dire, il y a des choses qui défient tout bon sens, sans parler du bon sens militaire, encore moins de la vision professionnelle de la guerre. Mais c'est en réalité le signe à quel point les États-Unis et Israël sont en train de perdre pied. Et ils le perdent de manière catastrophique, en fait. Andrei, ces 2 ou 3 derniers jours, Donald Trump a parlé à plusieurs reprises de la situation. Mais au lieu de diffuser ces extraits, où Donald Trump explique à quel point il gagne,
J'ai une vidéo spéciale qui montre à quel point Donald Trump est en train de tout remporter de manière spectaculaire. Voici la vidéo. Yeah. Nous allons tellement gagner que vous en aurez peut-être même assez de gagner. Vous direz, s'il vous plaît, c'est trop de victoires. Nous n'en pouvons plus, Monsieur le Président, c'est trop. Et je dirais, non, ce n'est pas trop. Nous devons continuer à gagner. Oui, il dit littéralement la même chose en ce moment à propos de la guerre. Yeah, I mean, he is. I don't know. Oui, je veux dire, il est... Je ne sais pas dans quel état mental il se trouve. Ce n'est clairement pas sain, vraiment pas sain. Et quand on regarde surtout son ministre de la guerre, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, ce type a vraiment besoin d'un traitement sérieux, avec toutes sortes de, vous savez, médicaments puissants pour probablement le remettre d'aplomb. Parce qu'ils savent bien que c'est une catastrophe pour les États-Unis. Certains parlent d'un moment Suez, mais un moment, Suez ne rend même pas compte de l'ampleur de la catastrophe historique. Et cela n'a pas commencé maintenant. L'Iran est en train, en quelque sorte, de lire les derniers sacrements du mondialisme tel qu'il existait auparavant. Oui, on peut déjà dire que la chose la plus terrifiante pour Washington s'est produite. La fin de l'ère du pétrodollar. C'est terminé. Pas du genre « Oh oui, ça arrive ». On savait que ça allait arriver. Mais cette fois, c'est fait. C'est là, de facto. Et maintenant, le verdict n'est pas encore tombé en gros, parce que tout le monde essaye d'acheter du pétrole en yuan, certains en roubles, et d'autres avec leur propre monnaie nationale. Le dernier cas que j'ai entendu, c'est l'Espagne, qui a été autorisée à passer par le détroit d'Ormuz. Donc évidemment, on savait que les Chinois et les Russes y naviguaient déjà, et qu'ils sont de grands soutiens de l'Iran, comme tout le monde le sait. Puis soudain, l'Inde, quoi qu'il se soit passé entre l'Inde et l'Iran, et maintenant l'Espagne les a rejoints. Donc l'Espagne, c'est un type riche en Europe. Tu vois, le pétrole et tout ça. Mais oui, c'est une situation catastrophique pour Trump. Et la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est manipuler. Et même pas les vrais marchés. Ils ne comprennent pas. Trump et ses gens à Washington, ils ne comprennent pas la véritable économie. Ils fonctionnent selon une logique de spéculation pour gagner de l'argent à Wall Street. Tu sais, ces trucs fictifs sur papier. L'or papier, le pétrole papier, le gaz papier et tout le reste. C'est inutile. Je veux dire, la réalité, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est que le pétrole physique réel se vend encore jusqu'à $170 le baril. Et oui, il a essayé de le manipuler hier. Il ment tout le temps. Il a besoin de ses copains de Wall Street pour se faire un peu d'argent et maintenir le marché à flot. Mais il n'y arrive pas. Même aujourd'hui, ça continue de monter et ça va continuer à monter. Et tu ne peux pas expliquer ça aux gens là-bas qui ont grandi en pensant que Wall Street, c'est l'économie réelle, que gagner de l'argent est d'une certaine manière détaché du produit concret. Donc nous y voilà, et l'Iran l'a prouvé. Voilà. Les gens n'achèteront plus de pétrole en dollars. Tu sais, le plus grand vassal des États-Unis en Asie du Sud-Est, les Philippines, qui lèchent littéralement les bottes américaines. Eh bien, les Philippines discutent maintenant avec la Russie. Ils ont besoin d'énergie de la Russie. Alors devine quoi? Les Russes diront, d'accord, si vous pouvez payer en dollars, très bien. Mais il y a les roubles, il y a les yuans. On prend les yuans, pas de problème. Les roubles, très bien. Donc le monde entier, le monde de Trump, s'effondre sur lui. Et il n'est clairement pas dans un état mental sain. André, tout le programme de l'administration Trump, lorsqu'elle a lancé cette guerre, reposait essentiellement sur la puissance aérienne et la marine. Jusqu'à présent, d'après ce que nous avons observé, plusieurs avions de chasse ont été touchés par le système de défense aérienne iranien, ce qui représente un coût important pour les États-Unis.
Quant à la marine, elle se trouve loin des côtes iraniennes. Le Gerald Ford n'est plus opérationnel et l'Abraham Lincoln est éloigné des côtes iraniennes. Comment voyez-vous la situation sur ces deux fronts, ces deux instruments dont dispose l'armée américaine face à l'Iran? J'ai écrit 4 livres à ce sujet, sur le fait que les États-Unis ne savent pas ce qu'est une véritable guerre. Je ne parle même pas du public américain, qui est totalement inconscient de ce que signifie une vraie guerre, car les États-Unis vivent isolés du reste du monde par 2 océans et n'en ont jamais fait l'expérience. Et je ne parle pas de cet argument ridicule. Oh oui, nous avons eu une guerre civile. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du monde. Il en va de même pour l'armée américaine. On ne peut pas expliquer cela à une armée dont l'ADN culturel et doctrinal est celui d'une force expéditionnaire. Elle ne comprend pas les véritables opérations terrestres, des opérations combinées à grande échelle contre un ennemi capable. Les États-Unis n'ont pas affronté d'ennemis véritablement capables depuis le Vietnam. Je veux dire, vaincre, tu sais, l'armée à moitié illettrée et totalement corrompue de Saddam, ou les puissantes forces aériennes des talibans, avec leur redoutable défense anti-aérienne, voyons. Donc oui, ils se sont enivrés de leurs propres illusions. Mais la réalité, c'est que toutes ces idées, qui ont été inculquées aux forces terrestres des États-Unis par les généraux du Blitzkrieg, ceux qui ont en grande partie rédigé les doctrines de l'OTAN, tous ces généraux nazis et de la Wehrmacht, d'Erich von Manstein à Hauser et d'autres, ont été officiellement employés par l'armée américaine. Et c'est ça, la doctrine. Tu vois ce que je veux dire? Tous les 5 ans environ, la marine des États-Unis, une marine glorieuse, dotée d'une histoire incroyable, une véritable démonstration de courage et de professionnalisme, a toutes les raisons d'être fière d'elle-même. Mais le problème, encore une fois, c'est que la vie a tellement changé. Ces doctrines étaient toutes sortes d'adaptations de l'expérience du Blitzkrieg et de la puissance aérienne acquise dans le théâtre européen de la guerre. Et même au Vietnam, vous savez, à propos de la puissance aérienne, ce qui n'est pas vraiment une expérience authentique dans la mesure où ça ne reflète pas un combat contre une nation capable, vaste et prête à riposter. Et c'est, vous savez, la bataille air-terre, la bataille air-mer, et puis bien sûr, les concepts venant de la mer. Toutes ces opérations amphibies. Tout cela fonctionne bien pour, pardonnez-moi l'expression, des trous à rats du tiers-monde dont les populations et les forces armées ne savent pas riposter correctement. L'Iran, en revanche, n'est pas un pays du tiers-monde. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il dispose d'une capacité industrielle considérable et de son propre complexe militaro-industriel. Son armée est plutôt compétente. Et en plus de cela, si vous regardez la majorité de la direction iranienne, et je ne parle pas du CGRI, je parle même des gens ordinaires, beaucoup d'entre eux sont des anciens combattants. Ils ont traversé, évidemment, la guerre Iran-Irak, et l'Irak était soutenu par le monde entier, de l'Union soviétique aux États-Unis et à l'Europe. Et l'Iran a tout de même tenu bon. Alors que puis-je dire? Ce sont des gens d'un niveau intellectuel complètement différent, avec une vision spirituelle de la guerre différente. Quand on regarde cela, on voit des clones comme Kellogg ou d'autres. Ces généraux américains qui ont perdu toutes les guerres auxquelles ils ont participé. Ils n'apprennent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Ils n'ont de toute évidence pas ce qu'on appelle un organe moral, spirituel et intellectuel, un ensemble d'outils, comme vous l'avez justement dit, qui leur permettrait de voir clair. Parce qu'il est évident que l'armée des États-Unis compte des personnes courageuses, vaillantes et compétentes. Mais tout le monde vous le dira. Vous pouvez demander à Danny Davis, à Doug McGregor, qu'une fois qu'on atteint le grade de colonel,
puis celui de général. La seule chose qu'il faut savoir, c'est comment être politique. Comment, vous savez, lécher les bottes. Et c'est ce qu'ils font. On ne progresse plus en tant que professionnel militaire ou chef de combat parce que personne n'en a besoin. À Washington, D.C., ils savent que personne ne veut vraiment les attaquer. D'accord? Donc l'atmosphère est détendue à bien des égards. Et par conséquent, toute la compétence que les États-Unis avaient en matière de technologie militaire et surtout de doctrine de combat, tout cela est devenu obsolète. Et encore une fois, j'ai écrit il y a 9 ans mon premier livre, intitulé Losing Military Supremacy, dans lequel j'affirmais déjà cela. Il y a 9 ans, je disais que tout cela était faux, en gros. C'était largement surestimé, largement surreprésenté. Vous avez Hollywood. En substance, Hollywood est la machine de propagande de l'armée américaine. Mais en réalité, la structure organisationnelle et l'équipement, le TOE des forces armées américaines, ne sont tout simplement pas conçus pour mener une véritable guerre. C'est aussi simple que cela. C'est obsolète. C'est resté bloqué à la fin des années 1980, au début des années 1990. Et maintenant, quand on voit tout ce qui se passe, y compris ce qui se passe en Israël, qui est pilonné, réduit en miettes, je viens de montrer l'entretien à ce sujet. La télévision israélienne a montré le maire de Margoliouth, qui a été pratiquement anéanti par les forces iraniennes et du Hezbollah. Il pleurait presque en direct, disant « Bibi, envoie-nous de l'aide ». Eh bien, il n'y a pas d'aide. C'est bien là le problème. Ils ne comprennent pas que c'est fini. Les États-Unis, avec l'OTAN, ont été démilitarisés au cours des 4 dernières années pendant l'opération militaire spéciale. Et soudain, nous en sommes là. Ils ne peuvent rien soutenir. Ils ne peuvent pas maintenir des opérations. Ils ne peuvent pas rassembler la force nécessaire, disons, pour combattre l'Iran, pour vraiment envahir l'Iran et atteindre un objectif politique d'envergure, comme un changement de régime, renverser l'ayatollah, et ainsi de suite. Eh bien, il faudrait environ 2 millions de personnes. Les États-Unis peuvent-ils fournir une telle armée? Non, ils ne le peuvent pas. Et ce serait de toute façon un chaos. Oui, en fait, sur la chaîne 13 en hébreu, ils ont mentionné que le chef d'état-major avait averti hier soir, lors du Conseil des ministres, que l'armée israélienne était au bord de l'effondrement depuis l'intérieur d'Israël. Parce qu'il a dit, tu sais, l'armée ne peut pas tenir. Ce n'est pas, Andrei, que se passe-t-il en ce moment? Les Israéliens ne combattent littéralement plus les Iraniens. Les États-Unis, d'une certaine manière, oui, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils utilisent les États-Unis comme une force mercenaire contre l'Iran. C'est incroyable. Oui, les États-Unis n'ont pas de souveraineté dans leur politique étrangère. Elle est contrôlée depuis Tel Aviv. En gros, on peut rester ici à spéculer sur ce que c'est. Évidemment, il pourrait s'agir des dossiers Epstein utilisés pour, éliminer Trump politiquement. C'est un cadavre politique maintenant, et on en est au stade de la décomposition. Donc on peut probablement observer la catastrophe pour le Parti républicain. Et pour de bonnes raisons, tu sais. Ce système bipartite est une absurdité, en réalité. Il ne fonctionne pas, et il est totalement corrompu. Alors, quand tu regardes ces fanatiques du Parti républicain, dont la majorité soutient Israël, que veux-tu que je dise? Eh bien, on verra ce que donneront les élections de mi-mandat. Mais J.D. Vance peut tout aussi bien oublier sa présidence, tu vois, et sa chance d'y accéder. Et, oui, on appelle ça la machine politique américaine. Elle est tout simplement grippée, tu sais, et voilà. Et que puis-je dire? C'est fini. Les États-Unis étaient, d'abord un hégémon autoproclamé, vous savez. Donc, évidemment, ils ont eu une très belle période à partir de 1941, quand les conséquences de la Grande Dépression avaient été essentiellement surmontées. Les États-Unis sont passés, en 1941, en 4 mois, je crois,
de plus de 25% de chômage au plein emploi. Vous imaginez? Eh bien, c'est pour ça que beaucoup de ces gens aiment la guerre. Ils pensent qu'on est encore pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas le cas. Nous sommes en 2026 et les choses ont changé de façon spectaculaire, surtout sur le plan technologique. Et maintenant, quand ils se font écraser par tout ça, c'est juste... Encore une fois, j'ai lu aujourd'hui un article du New York Times. C'est comme l'armée américaine maintenant, des forces terrestres qui opèrent à distance. C'est... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour décrire ça, d'accord? Ce sont des experts militaires qui écrivent ces articles parce qu'ils semblent avoir beaucoup de perspicacité. Il faut l'admettre, ils savent vraiment ce qui se passe à l'intérieur du système. Je ne sais pas. Enfin, peu importe qui l'a écrit, je peux le vérifier. Pas sur cet ordinateur, mais sur l'autre, celui avec l'abonnement. Donc oui, je peux voir qui a écrit ces articles. Mais oui, tu peux aller jeter un œil en fait, à Laisse-moi. C'est incroyable, tu sais. Ça laisse sans voix. Mais oui, Trump est en train de gagner de façon spectaculaire. Andrei, Axios a rapporté que le Pentagone se prépare à une frappe finale massive dans la guerre contre l'Iran. Il parle de forces terrestres combinées à une campagne de bombardement à grande échelle. Et nous savons que les États-Unis ont jusqu'à présent essayé d'utiliser ensemble des avions de chasse et des marines. Maintenant, ils déploient 12 000, voire 20 000 soldats dans le golfe Persique. En quoi cela va-t-il aider les États-Unis? Non, ce ne va pas aider les États-Unis. Cela va tuer beaucoup de militaires américains. Beaucoup. Encore une fois, si vous lisez n'importe quelle publication doctrinale de l'armée des États-Unis, les manuels de campagne, en particulier Operations FM30, tout y parle de, oui, submerger l'ennemi, lancer nos tirs à longue portée. Maintenant, il faut expliquer à ces gens que les tirs à longue portée, tels qu'ils sont écrits et présentés, ne fonctionnent plus comme ça, parce que l'ennemi dispose lui aussi de tirs à longue portée, et très souvent les siens vont plus loin. Et les États-Unis n'ont pas de véritable défense aérienne viable. Point. C'est aussi simple que ça. Qu'ont-ils? Je veux dire, regardez bien ce qu'est la défense aérienne à courte portée. Ah, vous prenez un Stryker ou un Humvee, vous y collez quelques Stinger, voilà, on a du SHORAD. Ça va rien arrêter, d'accord? Peut-être que ça marchera contre un hélicoptère éventuellement, vous voyez. Mais les drones produisent une signature infrarouge très faible. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Ah, l'étape suivante, c'est le NASAMS. Qu'est-ce que le NASAMS? C'est en gros un Frankenstein de la défense aérienne. Vous prenez l'AM-120 AMRAAM, qui est à la base un missile RR, vous en faites un Frankenstein, vous le fixez sur une plateforme, vous ajoutez quelques capteurs à cette plateforme et vous déclarez que c'est un système de défense aérienne viable. Ce n'est pas le cas. Je veux dire, ça échoue la plupart du temps. Et encore une fois, ce n'est qu'un parmi d'autres. Patriot, ce n'est pas... On ne peut même pas en parler sérieusement. Mais nous savons que maintenant, les États-Unis exigent que l'Ukraine rende ce qu'il reste des patriotes. Cela dit tout ce qu'il faut savoir. Comment vont-ils défendre leur zone de rassemblement? Comment vont-ils défendre leurs points forts? Comment quoi? Ils pensent pouvoir former leur colonne de bataillons ou de compagnies et attaquer sur le terrain iranien. Franchement, j'ai un pont à vendre à ces gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas d'expérience. Ils ne comprennent pas comment on peut diriger une force qui nécessite une mise en place, comme je l'ai déjà dit. Il faudrait au moins 1,5 million à 2 millions de personnes pour entrer dans un pays comme l'Iran et y atteindre un quelconque objectif politique. Quelles seraient les pertes? Elles seraient horribles.
Le Vietnam semblerait une promenade de santé à côté de cela. Et quelqu'un a finalement dit « Oh oui, tout cela pourrait ressembler à Gallipoli plutôt qu'à... » Et Gallipoli, laissez-moi vous dire. En 10 mois, il y a eu 56 000 morts au combat et environ 130 000 à 180 000 blessés parmi les forces alliées. Presque 8 000 ont été faits prisonniers par les Turcs. Donc, s'ils veulent ce résultat, je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. Veulent-ils rétablir la conscription? Il y aurait une révolution dans ce pays. D'accord. Donc voilà le problème. Il n'y a pas de bonnes options. Trump n'a jamais compris que les Russes lui offraient pendant environ 6 mois des issues de secours en Ukraine. Il ne les a pas comprises, il ne les a pas saisies et il a échoué lamentablement à ce niveau-là. Maintenant, il se retrouve dans la position suivante. Que vas-tu faire? Tu es laissé pour compte. Et nous savons qui il est, nous savons qui le contrôle. Israël le contrôle. Ils ont besoin d'une escalade. Escalade avec quoi? La première question est, avec quoi? Les États-Unis disposent-ils de la force nécessaire? Toute personne normale, tout professionnel militaire, doté d'un esprit opérationnel, dirait que non. Nous n'en avons pas assez. Il faudrait donc mobiliser tout le pays. Bonne chance avec ça, tu sais. Et que ferait-il ensuite? Veulent-ils commettre un crime de guerre contre leurs propres troupes, envoyer les gars sur l'île de Keshm ou à Karg, et penser qu'ils peuvent garder un bout de terre? Ils mourraient chaque jour en grand nombre. Et que vas-tu faire? Je ne sais pas si c'est l'administration Trump. Enfin, ce n'est pas Trump, c'est essentiellement l'administration Netanyahou. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, je le répète encore, les États-Unis n'ont pas un congrès américain, ils ont la Knesset 2.0. Point final. C'est donc en gros déjà écrit, pas dans le sable, mais sur le mur maintenant. Nous pouvons voir l'écriture sur le mur.